On va résoudre l'équation différentielle x carré fois y seconde plus y égale 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Alors on nous suggère le changement de variable. X égale exponentielle t. Autrement dit, t est égal à log de x. Donc comment on peut réécrire ça? Donc en fait, on va poser une nouvelle fonction z de t qui est donc y de x, c'est-à-dire y de exponentielle t. Donc voici la façon de définir z de t en fonction de y. Et on peut l'écrire aussi sous la forme y de x égale z de t, c'est-à-dire z de log de x. Donc on va repartir de l'écriture y de x égale z de log de x pour calculer les dérivées de y. Donc y de x est égal à z de log de x. Nous donne y' de x égale à la dérivée de log de x fois z' de log de x. Et ensuite, on aura besoin de la dérivée seconde y seconde de x. Donc on dérive un produit. Donc ça fait moins 1 sur x2 z' de log de x plus 1 sur x fois la dérivée de z' de log de x qui est encore la dérivée d'une composition. Il va ressortir du 1 sur x. Donc avec le premier 1 sur x, on a maintenant du 1 sur x2 z seconde de log de x. Voilà, tout ce travail préliminaire. Maintenant, ce qu'on veut résoudre, c'est l'équation x2 y seconde de x plus y de x est égal à 0. Et donc, on remplace dans notre expression par la valeur de y et y seconde qu'on a obtenue par notre changement de variable x égale exponentielle t. Donc, ça nous donne x2 fois y seconde, donc moins 1 sur x2 z' de log de x plus 1 sur x2 z seconde de log de x plus y de x plus z de log de x égale 0. Et on voit tout de suite l'intérêt de ce changement de variable, c'est qu'on va avoir une simplification par x carré. Et donc, ça devient z seconde de log de x moins z' de log de x plus z de log de x égale 0. Alors ça, c'est quel que soit x strictement positif. Et si je réécris x sous la forme log de x, je me rappelle que c'est t, ça veut dire que z seconde de t moins z' de t plus z de t est égal à 0, ceci quel que soit t dans R. Et donc ça revient à résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Z seconde moins z' plus z est égal à 0. On a transformé notre équation différentielle x carré y seconde plus y égale à 0 en l'équation différentielle z seconde moins z' plus z égale à 0. Alors maintenant ici c'est une fonction de t pour t réel. Et on avait posé x égale exponentielle t, autrement dit t égale log de x. Donc on va résoudre cette équation différentielle en t et on en déduira les solutions y de x. Alors, c'est une équation ici différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. L'équation caractéristique, c'est r carré moins r plus 1 est égal à 0. C'est une équation de degré 2. Son discriminant ici est moins 3. Et donc, les solutions de cette équation caractéristique sont ici r est égal à 1 demi plus ou moins racine de 3 sur 2i. On en déduit donc les équations, les solutions z de t de cette équation différentielle. Donc les solutions sont les z de t est égal à exponentielle, donc partie réelle 1 demi de t,
multiplié par lambda fois cosinus de la partie imaginaire, racine de 3 sur 2 fois t, plus mu sinus, partie imaginaire, fois t. Et lambda et mu appartiennent à R. Donc ça, c'est les solutions de l'équation auxiliaire qu'on a obtenue, mais il faut évidemment revenir aux solutions de notre équation initiale. Donc maintenant, on revient aux solutions de x carré y seconde plus y est égal à 0. Donc ici, c'est des fonctions de x sur notre intervalle 0 plus l'infini. Comment est-ce qu'on passe de z à y? Eh bien, on a la relation y de x égale à z de log de x. Et donc, on obtient que y de x, c'est-à-dire c'est z de log de x, c'est-à-dire c'est 1 demi de log de x, multiplié par lambda cosinus de racine de 3 sur 2 log de x, plus mu sinus de racine de 3 sur 2 log de x, lambda et mu étant toujours des réels, et on peut simplifier un petit peu. Exponentielle 1 demi de log de x, c'est donc exponentielle log de x, le tout à la puissance 1 demi, autrement dit c'est x à la puissance 1 demi. Ça donne donc racine de x fois lambda cosinus de racine de 3 sur 2 log de x, plus mu sinus racine de 3 sur 2 log de x, et lambda et mu appartenant à R. Et ça, c'est évidemment les solutions sur notre intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, on va résoudre un problème un petit peu différent, une équation du type f' de x égale à f de 1 sur x, ceci pour tout x différent de 0. Et on va chercher toutes les fonctions f qui satisfont cette équation et toutes les fonctions f qui sont de classe C1 sur R tout entier. Alors attention, cette équation n'est pas définie pour x égale 0. Alors, dans un premier temps, on va d'abord se placer sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Tout d'abord, on cherche une solution C1. Donc sur cet intervalle I, 0 plus l'infini. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit en particulier que l'application qui a x associe f de 1 sur x, qui est une composition d'application C1, est aussi C1 sur toujours ce même intervalle 0 plus l'infini. Mais maintenant, cette application-là étant C1, c'est égal à f' de x, ça implique que f' de x est C1 sur i. Mais qu'est-ce que c'est par définition que f' est C1? Ça veut dire que la fonction f, elle est C2. Bon, on a juste besoin de C2, mais on pourrait continuer par récurrence. Maintenant que f est C2, f, l'application qui a x associe f de 1 sur x est aussi C2, donc f' est aussi C2, et donc f est C3. Et donc par une petite récurrence, on montre ici que n'importe quelle solution qui est déjà de classe C1 doit être en fait de classe C infini. Donc nous, on s'arrête là, f est C2, donc ça veut dire qu'on peut dériver, encore une fois, cette égalité. Donc on a l'égalité f' de x est égale à f de 1 sur x, donc toujours sur notre intervalle de départ. Ça implique par dérivation, donc on a le droit de dériver parce qu'on vient de montrer que f est C2, f seconde de x est égal à la dérivée de f de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré, f' de 1 sur x. D'accord? Donc on a obtenu cette expression juste par dérivation de celle-là. Maintenant, on a ici f' de 1 sur x. Alors, qu'est-ce que c'est que f' de 1 sur x? Ben, f doit vérifier cette équation fonctionnelle. Donc, f' de 1 sur x, c'est f de 1 sur 1 sur x, et c'est donc f de x. Et donc, notre fonction f seconde, donc notre fonction f, doit vérifier l'équation différentielle y seconde de x est égal à moins 1 sur x2 fois y. Autrement dit,
en multipliant par x carré en passant le terme de l'autre côté, x carré y seconde plus y est égal à 0. Donc sur notre intervalle i. Et ça tombe bien, c'est exactement l'équation qu'on a résolue dans la première partie de l'exercice. Et donc, conclusion, une solution de cette fonction-là, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a en fait f de x qui doit être de la forme, ce qu'on avait obtenu auparavant, racine de x facteur de lambda cosinus racine de 3 sur 2 log de x, plus mu sinus de racine de 3 sur 2 log de x, où lambda et mu sont dans R. Alors, on n'a pas du tout fini parce que pour l'instant, on s'est préoccupé que des valeurs x strictement positives, alors que nous, on veut une fonction qui est définie sur R et qui est C1. Donc on vient de voir qu'une solution grand F au problème f' de x égale à f de 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini est de cette forme-là, avec des constantes lambda et mu à déterminer. Alors maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est des solutions qui sont C1 sur R. Donc en particulier, une solution qui est C1 doit être continue. Donc on va étudier la limite en 0. Alors il est facile de voir que lorsque x tend vers 0, 0 par valeur positive, f de x, c'est donc racine de x qui tend vers 0, fois ici une expression en cosinus et sinus qui est donc bornée, et donc f de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Mais on sait que nous, on cherche des solutions C1, et donc C1 sur R, et donc en particulier des solutions continues, et donc qu'est-ce que ça peut être f de 0? F de 0, c'est nécessairement la limite des f de x quand x tend vers 0, et donc f de 0 est égal à 0. Alors là, on s'est seulement intéressé à la continuité, voyons ce que nous donne la dérivabilité. Donc en particulier, on veut que f soit C1, donc en particulier, elle doit être dérivable en 0. Et donc que nous donne l'étude du taux d'accroissement? Donc on va étudier le taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0 pour x strictement positif, vu qu'on a une expression explicite. Donc on vient de voir que f de 0 est nul. F de x, on a l'expression, donc ça nous donne racine de x sur x, donc 1 sur racine de x, fois toujours notre même forme, lambda cosinus de racine de 3 sur 2 log de x, plus mu sinus de racine de 3 sur 2 log de x, où lambda et mu sont des réels qu'on ne connaît pas. Alors, maintenant, pour que f soit dérivable en 0, il faut que ce taux d'accroissement ait une limite finie lorsque x tend vers 0. Et bien, on va voir que, sauf cas très particulier, ce n'est pas le cas. Alors, pour montrer que ceci n'a pas une limite finie, on va définir une suite, la suite xn, qui est exponentielle de 2 sur racine de 3 fois moins 2nπ. Et on va calculer le taux d'accroissement pour cette suite-là. Donc déjà, on remarque que lorsque n tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0 et même 0 par valeur positive. Et donc maintenant, que donne le taux d'accroissement? Donc on calcule f de xn moins f de 0 sur xn moins 0. Donc ça donne 1 sur racine de xn. Et comment est-ce qu'on a construit cette suite-là? On l'a construit de sorte que quand on calcule le cosinus de racine de 3 sur 2 de log de xn, ce soit exactement le cosinus en fait de moins 2nπ après simplification, c'est-à-dire 1. Et même chose pour le sinus, on va arriver au sinus de moins 2nπ, c'est-à-dire 0, donc plus mu fois 0. Et autrement dit, c'est lambda sur racine de xn. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la limite de ce taux d'accroissement, donc quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand xn tend vers 0. Ça tend vers quoi? Ça tend vers plus ou moins l'infini si lambda est non nul. Et bien sûr, si lambda égale à 0, c'est une suite constante est égale à 0, donc ça tend vers 0 si lambda égale à 0. Mais on cherche une solution qui est C1, donc dérivable en 0, donc le taux d'accroissement doit avoir une limite finie.
Donc ça exclut cette possibilité-là. Donc lambda ne peut pas être non nul, ça veut dire que lambda est nul. Donc on a déjà trouvé que lambda est égal à 0. On fait la même chose en fait avec le paramètre mu. Il faut construire une autre suite. Donc on va faire juste un décalage de pi sur 2. Qui tend encore une fois vers 0+. Et on calcule f de x'n moins f de 0 sur x'n moins 0. Cette fois-ci, c'est le cosinus qui est nul et le sinus qui vaut plus 1. Donc ça donne en fait mu sur racine de x'n. Et ceci doit avoir une limite finie. Et ce n'est possible que si mu est égal à 0. Donc, conclusion de notre problème. On vient de montrer que, nécessairement, si on a une solution C1, lambda est nul, mu est nul. Ça veut dire qu'en fait, quand on revient à notre problème initial, la fonction est la fonction nulle. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, on l'a prolongé même en 0 par 0. Donc la fonction nulle et la fonction est nulle pour tous les réels positifs ou nuls. Et on ferait le même travail sur l'intervalle moins l'infini 0. Et on aboutira à la même conclusion que la fonction est aussi nulle. Donc conclusion, la seule solution C1 sur R au problème initial est la fonction nulle. Et il est évident que la fonction nulle vérifie aussi cette relation. Donc regardons ce qu'on appelle l'équation du pendule, qui est en fait l'équation différentielle θ seconde plus oméga carré sinus θ égale à 0, et qui provient de l'expérience physique suivante. Donc on accroche une masse à un fil, et ce fil est accroché à un point fixe. Et donc évidemment, quand on lâche la masse, le pendule se balance en fonction d'un angle θ. Donc on a comme donnée L, qui est la longueur du fil. On a une certaine masse m, mais qui ne va pas intervenir dans l'équation, et on a la constante de gravitation avec un champ vertical. Donc le principe fondamental de la mécanique conduit à l'équation différentielle θ seconde plus oméga carré sinus oméga égale à 0, où oméga c'est g sur L. Alors c'est une équation qui est assez dure à résoudre, mais il y a un cas particulier intéressant, c'est quand les oscillations sont assez petites autour de la verticale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous mathématiquement que les oscillations sont assez petites? Ça veut dire que θ est proche de 0, et dans ce cas-là, on sait que sinus θ est équivalent à θ. Donc, notre équation différentielle pour les θ petits, en remplaçant sinus θ par θ, devient tout simplement θ seconde plus oméga carré θ est égal à 0. Et là, on reconnaît une équation différentielle linéaire d'ordre 2, à coefficient constant, que l'on sait résoudre. L'équation caractéristique, c'est ici R2 plus oméga carré est égal à 0. Donc les solutions sont R est égal à plus ou moins I fois oméga. Et donc on connaît les solutions de notre équation différentielle. Elles sont de la forme θ de t égale à lambda cosinus oméga t plus mu sinus oméga t, où lambda et mu sont des constantes qui dépendent des conditions initiales. Alors si on prend par exemple qu'à l'origine, c'est-à-dire au temps t égale à 0, le pendule est vertical, c'est-à-dire on a θ de 0 est égal à 0, alors on obtient par exemple la solution, θ de t égale mu fois sinus oméga t. Donc on voit qu'on obtient une solution périodique, évidemment, ce qui correspond à, quand on fait l'expérience et qu'on considère qu'il n'y a pas de frottement, à un balancement périodique, comme le balancement d'une horloge. Mais ce qui est remarquable, donc on peut calculer la période, c'est t, c'est donc 2pi sur oméga, qui s'écrit ici, on a vu que oméga c'était g sur L, donc c'est 2pi racine de L sur g. Ce qui est remarquable, c'est que la période de ces oscillations ne dépend pas de l'amplitude. Donc évidemment, si on a une petite amplitude, en fait, le pendule va avancer doucement
et par rapport à une amplitude un peu plus grande où le pendule va avancer plus vite, mais dans tous les cas, la période d'oscillation est la même.